Non mais sérieusement, qui aurait pensé à un résultat de course pareil? Qui? Bienvenue dans le débriefing des Formule 1 sur cet incroyable Grand Prix d'Italie. Allez, moteur! Salut à tous, ravi de vous revoir pour ce nouveau débriefing pour une course. Ah, si vous l'avez pas vu, eh ben débrouillez-vous pour la revoir, parce que dis donc, franchement, dis donc, je crois que personne s'y attendait, voilà. On est sur le premier des tracés rapides de la saison, le circuit de Monza en banlieue de Milan, dans ce cadre de verdure unique. Le circuit de 5,8 km présent depuis 1950 au calendrier, seul 1980 fait exception. C'est le circuit qui a consacré le premier champion de la F1, Giuseppe Farina. C'est le circuit de Ferrari, mais pas ce week-end. D'une autre Scuderia, par contre. Alors d'habitude, Monza, ça marque la fin de la saison européenne, avant de partir pour un nouveau tour du monde pour la F1. Mais cette année, comme vous le savez, la règle va faire exception. Et c'est aussi un rendez-vous où des annonces sont attendues, que ce soit pour les équipes, les pilotes. Et ça, on va y revenir en long à la fin, après le classement. Mais on va commencer à parler de ce week-end, et on va commencer par les qualifications, et il y a beaucoup à dire sur la forme que sur les résultats. Allez, on y va. Bon, cette qualification était attendue, car c'est la première qui gèle la cartographie moteur pour tout le reste du week-end. Le même mode pour la qualif et la course. Bon, est-ce que cela a changé quelque chose? Bon, ça a resserré un peu le peloton, vous verrez les tableaux tout à l'heure. Mais pas pour la première ligne. Mais par contre, une chose à marquer, et je vous ai déjà parlé à la course précédente, le trafic. Mais bordel, ce trafic digne des départs en vacances ou le périphérique parisien en temps normal. Un trafic qui aurait pu mal tourner entre Ocon et Raikkonen, le Finlandais avec le nez dans le train arrière dans la voiture du Français, ça aurait pu finir au drame. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, ça a fini au bureau des commissaires avec Latifi au passage. Bon, ça va, ils n'ont eu aucune pénalité, mais bon, c'était... Ce que je trouve ridicule dedans, c'est cette histoire d'aspiration que tout le monde veut avoir, que ce soit sur leur coéquipier ou sur les autres, et bien sûr, certains qui ne veulent pas passer devant de peur de donner l'aspi aux autres. C'est sans fin, ce sketch ridicule. Dans l'histoire, il y a beaucoup de monde à blâmer. Les pilotes, qui ne prennent aucune initiative et qui restent accrochés aux radios pour savoir ce qu'il faut faire, les équipes qui calculent avec précision comment créer un bordel incroyable et de ne pas prendre le dessus sur les autres. Et bien sûr, je n'oublie pas la FIA qui, non seulement n'arrange pas la chose, mais l'aggrave avec son histoire de tour minimum à respecter. C'est grotesque. Ce genre de scénario, c'est grotesque. Qui a de fortes chances en plus de se répéter en fin d'année sur la deuxième course de Bahreïn. Ou alors avant, on sait jamais. C'est tellement imprévisible la Formule 1. La preuve. Et surtout, l'après-qualification qui a ouvert, comme l'année dernière, un débat sur un changement de format des qualifications. Certains aiment le format, d'autres évoquent une super pole, comme Sainz par exemple. D'ailleurs, pas sûr qu'avec une super pole, il aurait pu être aussi bien placé sur la grille. Ou alors carrément un changement ou un format particulier pour Monza. Et ça, c'est une bonne réflexion. Un format particulier de qualif pour Monza. Et pourquoi pas un format de course particulier pour Monaco tant qu'on y est? On sait que Monza est une course d'aspiration, c'est pas nouveau. Mais en 2 ans, on est passé du ridicule au grand n'importe quoi. Et on veut apporter encore un changement parce qu'on a encore failli avoir un simulacre de qualification. C'est vraiment un paradoxe ce débat dont la F1 a le secret et dont elle ne sortira pas grandi. Mais pas du tout. Et ce format de qualification, qui est le seul que je connais depuis que je suis la Formule 1, donc c'est-à-dire que les anciens samedis et même vendredi après-midi, pour moi, c'est totalement l'inconnu. Je peux pas vous dire. En fait, ce format qui existe depuis 2006, je le trouve bon. C'est un très bon compromis. C'est que juste ce week-end, à chaque fois, il y a un excès de zèle de la part des équipes, parce que l'aspiration, tout ça, voilà. Là, très honnêtement, ils abusent. Enfin, ça ne changera rien au résultat du samedi, avec la nouvelle pole de Lewis Hamilton et de Mercedes, la 94e pour le pilote, la 119e pour l'équipe et toujours devant son coéquipier qui a battu dur pourtant avec un écart de moins de 7 centièmes
devant un impressionnant Carlos Sainz et Sergio Perez. Max Verstappen est 5e devant Lando Norris et Daniel Ricciardo. Stroll, Albon, Gasly complètent le top 10. La suite de l'Hongrie avec Daniel Kvyat et Esteban Ocon sur la 2e ligne. Leclerc premier des Ferrari devant Raikkonen à nouveau bien placé devant les Haas. Vettel très loin devant Giovinazzi et les Williams sur la dernière ligne. 8 dixièmes d'avance sur la 2e ligne. C'est énorme. En plus, c'est une grosse surprise de voir les Renault loin sur un grille après un Grand Prix de Belgique qui était très prometteur. Et en plus, McLaren, qui a le moteur français, est très bien placé également et fonctionne mieux par rapport à Francorchamps. Et même Perez fait mieux que Stroll, mais il y a des doutes sur la vraie performance de Racing Point, à moins que la course nous fasse mentir. Et pour Ferrari, c'est juste après. Donc plus de parties mode en qualification, ce qui n'a finalement rien changé sur la grille. Mais est-ce que ça peut vraiment avoir un incident sur la course ? Honnêtement, pas vraiment. Et pourtant, c'est ce qu'on va voir sur la course. Allez, on y va. Parlons tout d'abord de la première course. Avec pour commencer le mauvais départ de Bottas qui s'est endormi devant les feux. Ça, c'est étonnant. Même si en Hongrie il a eu son histoire de voyant sur son volant, c'est étonnant qu'il soit resté collé sur la grille. Ou alors j'ai la mémoire courte, ça peut arriver aussi, attention. Il y en a un qui va en profiter, c'est Carlos Sainz qui va passer le Finlandais à la première chicane et qui sera suivi par Norris à la 2e, même s'il a dû se frotter au pilote finlandais de Mercedes. D'ailleurs, il est très bien chuté Bottas. Il s'est fait même passer par Perez et Ricciardo, avec une petite idée de crevaison que finalement voilà. D'ailleurs, je parlais de Ricciardo, il a mordu dans l'herbe au départ. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était chez lui et il n'a pas fini la course, attention. Après, il va rien se passer, hormis une course d'attente dans le peloton, Bottas qui galère à remonter, ça occupe. Il y a aussi un événement pas glorieux, c'est l'abandon de Vettel, dû à une casse de frein gauche à l'arrière. C'est le premier abandon en course. Pour Ferrari, on y reviendra. Vraiment, on verra. Ensuite, la course poursuit son cours et pardon, on s'ennuie un peu. En attendant quelque chose, un événement... et vraiment, si on savait ce qui allait se passer. Il y a l'abandon de Magnussen qui s'arrête pas loin de l'entrée des stands. Déjà sur le moment, on se dit qu'il aurait pu faire un effort quand même pour ramener sa voiture dans la voie des stands. Il aurait pu, mais sans le savoir, il va créer un gros bordel le Magnussen. Le safety car va rentrer en piste pour permettre au commissaire d'évacuer sa voiture, tandis que Giovinazzi et Hamilton en profitent pour s'arrêter. Sauf qu'il y a une info que nous, les spectateurs, nous n'avons pas l'écran. Mais que les équipes ont de leur côté par la FIA, c'est que les stands sont fermés. Oui, techniquement, il n'y a aucune raison à fermer les stands. Eh bien, si, il fallait que les commissaires interviennent en toute sécurité pour évacuer la Haas de Magnussen jusqu'à l'entrée des stands. Je pense que la direction n'avait pas le choix et honnêtement, ça se comprend. Voilà. C'est pour ça qu'on se demandait pourquoi personne ne s'arrêtait. Cette info que nous n'avions pas, expliquons la chose. Autre souci, rien n'indiquait sur le bord de piste ou à l'entrée des stands que c'était fermé. Du moins si les panneaux lumineux qui servent de drapeau pour aider les commissaires indiquaient cette fermeture. C'était indiqué en piste, mais les panneaux ils étaient de l'autre côté, ils étaient loin. Alors pour les décrypter, qu'est-ce qu'il y a de marqué Vent 205 Oula, je suis désolé, qu'on ferme les stands d'accord, mais qu'on le mette en plus gros, que déjà nous on nous informe aussi, c'est un petit peu le minimum. Comme ça, on évitera de passer un peu pour des... Voilà. Et puis surtout, je sais pas, franchement, c'est mal joué ce coup. Des stands fermés que personne n'est vraiment au courant. Même Mercedes qui s'est fait avoir, et ça on va y revenir après dans le bilan des équipes. C'est très étonnant. Après que tout soit bien sécurisé, la pit lane peut enfin rouvrir et tout le monde en profite pour s'y jeter. Sauf deux pilotes. Pierre Gasly, qu'on a arrêté avant la sortie de la safety car, au moment de ce drapeau jaune, et ça je vais y revenir, et aussi Lance Stroll qui ne s'arrête pas, et ça aussi je vais y revenir. La course peut reprendre d'ailleurs après cette ouverture des stands, mais bon voilà, ça va pas durer. On a eu peur. Oui, on a eu peur. Leclerc qui est sorti violemment dans la parabolique,
Oh la vache! Ah, c'est pris une sacrée boîte, le monégasque. Les pneus froids, une voiture légère en aéro. Putain, elle était violente sa sortie. Et bien sûr, le drapeau rouge brandi parce qu'il fallait à tout prix réparer les dégâts et surtout qu'on essaye de calmer tout le monde en piste et surtout qu'on respire. Qu'on respire. Oui, oui, oui. Parce qu'après, on va pas respirer. Mais ça, on s'y attend pas. Mais pas du tout. On se calme, on se détend. Leclerc va bien. Il court même jusqu'au stand. Donc pour vous dire qu'il va bien. Plus de peur que de mal. Bon, il est quand même passé par le PC médical. Mais c'est normal, c'est la procédure. Et pendant que certains descendent de leur voiture pendant ce drapeau rouge, on va apprendre que Giovinazzi et que Hamilton vont écoper d'un stop and go de 10 secondes. L'erreur qui va coûter cher à Lewis et Mercedes. Mais comment ont-ils pu commettre une erreur comme celle-ci? Et pendant que les commissaires de piste réparent les barrières, il y a des équipes qui en profitent pour effectuer un peu de mécanique car c'est autorisé et, attention, sous surveillance de la FIA. En Grand Prix, attention. Ah oui, la règle du parc fermé est très contraignante. On peut changer des pièces sur la voiture, mais attention, c'est au Grand Prix. Si c'est un peu plus, peut-être que ça peut passer. Par contre, si c'est un peu moins, attention, il y a peut-être un gain, et hop, pénalité. Enfin bon, et c'est pas cette règle-là qui me dérange sous le drapeau rouge. Non, c'en est une autre. C'est une règle qui va nous faire douter. C'est le changement du pneu de Lance Stroll qui a été confirmé par Pirelli sur les réseaux. On croyait que les pneus ne pouvaient plus être changés sous le régime du drapeau rouge. Eh bien, si. Le règlement l'autorise encore, c'est encore possible. On peut vraiment appeler ça un arrêt gratuit pour Stroll. Ah mais vraiment, un arrêt gratuit de chez gratuit. Enfin, ça ne lui aura pas servi parce que voilà, la course va pouvoir reprendre son cours à 16h20 et surtout, pour la première fois depuis 2-3 ans que la règle est en vigueur, ça sera un départ arrêté après un drapeau rouge. Oui, la FIA peut, si elle le souhaite, proposer ce type de relance, et c'est une première. Donc, c'est le départ de la deuxième course. Gasly s'empare de la seconde place sur Stroll, tandis qu'Hamilton attaque et marque son stop and go à la fin du tour. Et là, je peux vous dire, on a tout arrêté. Ah oui, on était en apnée jusqu'au bout. Mais vraiment, oh putain. Oui, c'est un peu vulgaire, mais on a tout arrêté. On était tendu. On était tendu parce que on s'est dit faut qu'il n'y ait pas d'interruption, faut qu'il n'y ait pas un drapeau jaune, faut pas qu'il y ait ici, faut rien. Limite, arrêtez la course maintenant parce que voilà quoi. Ah non, ça a été tendu jusqu'aux derniers instants. On a même failli perdre Julien Febvre, c'est pour vous dire, Oh non. Ah c'était... franchement, normalement, j'ai un prompteur pour la course, pour raconter la vidéo, mais j'ai rien noté pour elle. J'étais stressé à mort. J'étais stressé, vous pouviez pas savoir. Bon, à mon avis, j'étais pas le seul, mais... Oui, j'en fais trop, oui, je sais, mais attendez. Depuis le temps qu'on l'attendait, on est allé jusqu'au bout, quoi. On est allé jusqu'au bout. Oh ouais, jusqu'au bout. Oh bon sang. On a retenu notre souffle jusqu'au dernier virage. Et enfin, la libération. Oh que c'était dur. Mais ça y est, on a attendu 24 ans pour revoir cette image. Et enfin, ce 6 septembre 2020 est à marquer d'une pierre blanche. Et c'est qu'à de le dire. Victoire de Pierre Gasly et Alpha Tauri. Un podium complètement inédit avec Carlos Sainz et Lance Stroll. Mais qui l'aurait cru? La suite du classement avec Lando Norris devant Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, remonté 7ème, Esteban Ocon, Daniel Kvyat et Sergio Perez. Et le meilleur tour, bien sûr, pour Lewis Hamilton. Petit Hamilton avec la remontée. Oh mais merde, j'ai pas de mots. J'avais 5 ans quand Olivier Panis gagnait à Monaco avec sa Ligier. Et depuis cette même rengaine qu'il a eu, le pauvre, mais vous ne pouvez pas savoir, tous les jours,
de bien voir un mec qui dit vous êtes le dernier Français à avoir gagné en Formule 1. Bon, cette fois, Gilles de Aposta pourra plus lui rappeler parce que la dernière fois, il s'est pris un vent, le pauvre de l'Aposta, par Olivier Panis. Mais bon, franchement, oui, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Et là, franchement, je peux le dire, cette fois, vous êtes libre, monsieur Panis. Vous n'êtes plus le dernier Français à avoir gagné en F1. Oh, cette victoire, qui en appelle d'autres. C'est surtout une stat qui vient d'être stoppée. Oui, il aura fallu attendre 147 courses avant qu'une autre équipe que Mercedes ou Red Bull ou Ferrari ne gagne. Parce que la dernière fois, c'était en Australie 2013 avec la victoire de Raikkonen. 7 ans qu'une autre équipe, que les 3 autres que je vous ai cités, ne gagne une course. Vous imaginez ? Ça fait un peu de bien de fraîcheur. Franchement, ça fait du bien. Et surtout, je vous le dis, c'était inespéré. Qui le crut ? Qui le crut ? Bon, le temps de remettre un coup d'eau, on va passer au bilan des équipes. On se retrouve après. Bon, le tour des équipes. Que ce soit avec ou sans le party mode, eh bien, Mercedes est toujours devant. Et en plus, il commence à creuser l'écart sur Red Bull en qualification. Le plus drôle est de voir les pilotes qui se demandent s'ils ont déjà eu un party mode. En tout cas, ils ont eu mal en course. Commençant par Hamilton qui a dû ronger son frein à cause d'une erreur stratégique de son équipe qui s'est mélangé les pinceaux selon les dires de Toto Wolff dans ses déclats d'après-course et qui parle d'un événement étrange. Bon, alors c'est vrai que c'est bizarre de fermer les stands, mais il y avait une raison que je vous ai évoquée. Mercedes se trompe, et c'est pas la première fois, mais ça reste rare. Et puis la remontée d'Hamilton, quand même, c'était sympa. Par contre, il y en a un qui nous a déçus. Ah, c'est Bottas. Départ raté, pas dans le coup, impossible de remonter en classement. Bon, est-ce que c'est dû à ce problème de voiture avec ce premier tour qui se suit pas, ou bien le party mode qui arrive pas, ou autre chose ? C'est quoi la cause du problème de Bottas ? Et le premier qui me dit que ça vient entre le volant et le moteur, je le sors. Non, mais Bottas, il aurait pu être bien. Il aurait pu être bien, mais il était pas bien, voilà. Il était peut-être devant un essai, il aurait pu faire quelque chose en qualif, mais le reste, il était nulle part, voilà. Non, c'était pas son week-end à Valtteri, et c'est dommage, parce que je ne sais toujours pas c'est quoi son plan pour gagner. Mais il serait peut-être temps d'en changer, voilà. Et puis, pour revenir à Mercedes qui pouvait maîtriser ce week-end de course, il le maîtrisait, mais vraiment. C'est rare quand même de les voir faire ce genre d'erreur. C'est pas la première fois. Regardez l'Allemagne en 2019. En tout cas, ça fait quand même plaisir à voir qu'ils peuvent faire des erreurs parce que ils restent humains, quoi. Parce que voilà, ils sont toujours là, ils sont toujours devant, ils gagnent toujours. Tout le monde dit la Formule 1 est devenue ennuyeuse, mais Mercedes faire ce genre d'erreur, il ne l'aurait pas fait, l'histoire aurait été différente, franchement. Et il ne serait pas 21h15 ce soir que je suis en train d'enregistrer ce débriefing que vous avez regardé. Ah oui, d'habitude je l'enregistre un peu plus tôt, mais bon là, événement exceptionnel, je l'enregistre un peu plus tard. Oui, il faut reprendre un peu des émotions, quoi. Je suis pas le seul dans ce cas-là, mais voilà, c'est pour finir avec Mercedes même, ils sont encore humains. Et ça rassure. On passe cette fois à Red Bull, qui sont là, et qui étaient largués ce week-end. Ah mais vraiment, c'était pas l'équipe Red Bull qu'on avait d'habitude, c'en était une autre. Verstappen était quand même là, bon ça change pas, mais bon, il a quand même vécu un week-end bizarre, quoi. Déjà, son crash en première séance d'essai, un peu démotivé aussi des résultats, et puis une course merdique selon ses propos. Pourtant, il aurait pu signer un bon résultat à la relance de la deuxième course. Mais voilà, un problème mécanique va le contraindre à l'abandon. Et il y a Albon aussi. J'ai rien sur lui. Il était bien, mais alors sa pénalité de 5 secondes sur son action avec un Grosjean, et puis la neutralisation lui a aussi coûté cher.
Bah non, Red Bull, c'est une déception ce week-end. Voilà, ça devrait mieux aller pour la suite, mais alors là, ce week-end, c'est non. Ah, voilà. Allez, on passe à Racing Point qui s'est dit après Francorchamps qu'il fallait un peu redresser la situation. Et c'était le cas avec une bonne place pour Perez sur la grille, mais qui a fini loin en course. Bah, les arrêts lui ont été fatales, hein, à lui aussi. Et puis du côté de Stroll, eh bien c'est l'inverse. Très loin en qualification, un pari risqué de son équipe après la première safety car, et ce qui va le sauver quand même, c'est ce fameux drapeau rouge. Officiellement, il s'est jamais arrêté au stand de Stroll. Et pourtant, il a pu profiter des gommes neuves. Merde, c'est le règlement. Bon, pas longtemps, mais encore opportuniste sur ce coup pour un nouveau podium. Le premier, et peut-être le seul pour Racing Point. C'est pour dire. Ah, non, franchement, là, Stroll, bravo, voilà. Une bonne course aussi, hein, bien solide, mais encore loin. Eh bien, je ne les attendais pas, McLaren, voilà. Ils nous ont surpris ce week-end et ça se voit avec l'une des plus belles qualifications et surtout cette opportunité de Sainz et de Norris au départ. Chapeau! Ouais, remis ça. Et honnêtement, dans une course normale, ils auraient pu faire un doublé sur le podium. Ils auraient pu vraiment. Une course très solide pour l'équipe de week-end. De Woking, pardon. Bah, bravo à vous, McLaren. Par contre, Carlos, voilà. Je t'aime bien. Mais non, aujourd'hui, c'était pas pour toi. Désolé. D'ailleurs, on va parler de sa future équipe. Ferrari, il y a un peu de mieux. Un peu. Et j'irai pas plus loin. Ce problème mécanique de Vettel qui est déconnant, la grosse frayeur pour Leclerc, voilà, on n'ira pas plus loin pour Ferrari. Ça sera tout pour eux ce week-end. On passe à Renault, où la course à Francorchamps ne fut qu'un feu de paille finalement. Mais vraiment. Bah oui, la dernière fois, j'ai félicité, aujourd'hui, je les flingue. Pas là en qualification, pas là non plus quand il y a une opportunité à scorer un maximum comme à Spa. Et même Ocon s'en est plaint à l'arrivée de la course dans la radio. Et il a clairement dit qu'il n'était pas d'accord avec son ingénieur, qu'il y avait une immense opportunité et qu'il faut regarder en face. Et il a raison. Il y a de quoi. Renault pouvait être à la place de McLaren ce week-end. Ils étaient pas là. Et c'est pas possible de retomber dans des travers pareils. Quand on fait 4e et 5e en Belgique, on apprend de ces résultats pour progresser. Il s'est passé quoi chez Renault? Alors oui, avec un résultat 6e et 8e, je pourrais être content. Mais non, je suis désolé. Non seulement je me lasse de ces résultats, et puis j'en demande toujours mieux pour Renault, toujours mieux et encore. Ils ont intérêt à redresser la barre, Renault. Et je dirais même, ils ont intérêt à soigner leur sortie. Ouais. Allez, Alpha Tauri, né Minardi dans les années 80, puis Toro Rosso et la victoire de Sébastien Vettel sous la pluie en 2008. C'était génial ce Grand Prix, j'ai adoré. Et enfin, Alpha Tauri, vainqueur en 2020 avec Pierre Gasly. Et dire qu'il a vécu des choses en un an. Oh la vache. Entre son éviction de Red Bull, la perte de son ami Anthony Hubert, les doutes que certains pouvaient avoir sur lui. Putain, il nous a fait mentir. Il n'a jamais lâché. Il a démontré que ça ne le touchait pas. Tout ce que Red Bull pouvait lui reprocher, il a utilisé ça comme une force pour être encore plus fort. Et ça a marché. Son podium l'année dernière au Brésil. Et là, cette inespérée victoire. Digne des vainqueurs du Grand Prix. Il y a toujours cru, nous aussi. J'ai rien à dire. Ah si, son ingénieur. Franchement, si c'est lui qui a dit qu'on devait s'arrêter avant la safety car, et si aussi c'est le même pour la stratégie en Belgique, mais ce mec-là doit avoir une promotion. Limite, on l'amène devant le président, on lui file la Légion d'honneur à ce mec. Ah oui. Là-dessus, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Juste bravo. Bravo et merci Pierre. Franchement. Voilà, c'est... Je peux pas dire plus quoi.
Le perfect, tout simplement. On passe à Alfa Romeo qui aurait pu tenir un super résultat, mais la deuxième partie de course fut fatale pour Kimi, qui a dégringolé, et franchement c'est dommage. Lui qui était passé en Q2 encore une fois le samedi, juste dommage pour lui de finir hors des points ce week-end. Et pour Giovinazzi, je voudrais bien le sauver aussi, vu qu'il a fait la même erreur qu'Hamilton. Mais pareil, c'est une erreur stratégique de son équipe et voilà. Ah, c'est con, c'est une occasion manquée pour Alfa Romeo. Pour As, non seulement c'est une course à oublier, mais on peut dire merci à Kevin Magnussen à être mal garé. À s'être mal garé, pardon. Ah bah c'est à lui que l'on doit tout ce bazar. À cause de quoi il a dû s'arrêter, on ne sait pas, mais sans son problème. Bah pour une fois, on peut lui dire merci à Kevin Magnussen. Ah oui, franchement, on peut lui dire merci. Et non, Romain, j'ai rien pour toi, désolé. Et puis enfin, on va terminer avec Williams pour clôturer ce bilan des équipes qui aurait pu aller décrocher un petit point, mais elle était encore loin. Ah, c'est dommage. Mais ce week-end, ça a été très compliqué pour l'équipe de Grove. Ils ont eu du mal à suivre cette course et là, ils étaient loin pour Monza. Ah, c'est une déception. Même eux aussi, ils auraient pu en profiter. Voilà, ils auraient pu aussi en profiter, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. C'est dommage. Voilà pour le bilan des équipes, pour le bilan de toute cette course même. Et on va passer tout de suite au classement. Et il y a un petit peu de mouvement. C'est parti. Le classement des pilotes, Lewis Hamilton est toujours en tête avec 157 points, 42 plus sur son coéquipier Valtteri Bottas. Il récupère la deuxième place face à Max Verstappen qui a dû abandonner en course. Lance Stroll et Lando Norris sont quatrième ex-aequo avec 57 points au compteur. Pierre Gasly avec ses 25 points de la victoire remonte à la 8ème position et ses 43 points de classement qui lui permet de passer devant Carlos Sainz et Daniel Ricciardo qui en compte 41. Pas de grand changement derrière avec Vettel toujours avec 16 points devant Nico Hülkenberg. Daniel Kvyat gagne une place sur Antonio Giovinazzi et pas d'autres changements sur la fin du classement des pilotes. Du côté des équipes, pas de grand changement en tête avec Mercedes et 281 points. Red Bull vierge de résultat garde toujours 158 points. McLaren prend une avance de 98 points sur Racing Point qui en compte 82. Renault remonte à la 5ème place avec 71 points devant Ferrari qui marque aussi un score vierge. AlphaTauri remonte en force avec ses 47 points. Pas de changement derrière non plus avec Alfa Romeo, Haas et Williams. Voilà, je vais revenir sur Williams, tiens. Parce que ce week-end marquait aussi la fin d'une histoire commencée officieusement en 1972, vous allez voir les stats, mais quand même pour de vrai en 1975 pour Frank Williams et l'équipe qui porte son nom. Williams qui fut la dernière équipe dirigée par les membres familiales, que ce soit Sir Frank Williams et sa fille Claire Williams. Et bien voilà, cette histoire, elle vient de se finir au soir de ce Grand Prix d'Italie. Je ne vous apprends rien sur le rachat de l'équipe par un groupe d'investissement américain. Et il fallait s'attendre à des changements au sein de l'équipe. Et bien voilà que je dis, Claire Williams a annoncé quitter son poste de team manager avec effet d'immédiat. Démission ou poussée dehors, bon, chacun fera son opinion. Et surtout, c'est toute la famille Williams qui va quitter son équipe. C'est une grande page de l'histoire de la F1 qui se tourne. Williams ne sera plus Williams. L'avenir de la structure est assuré, certes. On ne connaît pas encore les intentions des nouveaux dirigeants. Après, on sait que selon les radios paddock, il y aura déjà une personne qui pourrait remplacer Claire Williams à la prochaine course au Mugello. Ce serait Graham London, qui a été déjà vu chez Virgin et Marussia, et qui serait le favori pour prendre la tête de l'équipe. Et ça, on le saura dans la semaine, en espérant qu'il nomme quelqu'un de bonne conscience à la tête de Williams. Parce que voilà, cette équipe, on savait qu'elle était vraiment en problème depuis des années, quoi. On va pas se mentir. Même Frank Williams a dû hypothéquer sa propre maison pour son équipe. À l'équipe avant tout, c'est ce qui peut rester de l'histoire Williams, quoi. On sait que l'avenir de l'équipe est assuré, mais encore combien de temps sous le nom de Williams et encore combien de temps en Formule 1 surtout. Voilà. Ça sera à suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Voilà.
Et enfin, on va finir par l'une des grandes annonces du week-end. Jeudi, le groupe Renault communique sur son nouveau projet, ses nouveaux objectifs qui ont été décidés par son nouveau président, Luca De Meo. Ou Luca De Meo, je ne sais plus comment ça se dit, pardon. Et dans ce communiqué, on apprend que Cyril Abiteboul sera, je cite, en tête de la création, l'organisation et la mise en place de la Business Unit d'Alpine. No. We are in France. We speak French. Donc, de la feuille de route sans traduit, hein. Alors, il y a des théories, des fantasmes qui s'emparent des journalistes, qui voient déjà Alpine arriver en F1, et sans la moindre certitude, bien sûr, car Abiteboul, non seulement était la tête de l'équipe de la F1, et d'une mission marketing pour essayer de booster la marque de Dieppe. Être à deux postes totalement différents, c'est compliqué, surtout que la communication est un peu floue. Et qu'il est encore, parce qu'on ne connaît pas encore la suite pour Renault Sport, l'Académie des jeunes pilotes, tout ce qui est en lien avec la F1 de près comme de loin. J'avais du mal à croire qu'un changement de nom d'équipe interviendrait, mais voilà, dimanche matin, c'est devenu officiel. Renault F1 Team deviendra Alpine F1 Team en 2021. À retour d'Alpine Renault comme en bon vieux temps, assez heureux comme pessimiste. Oui, je vois cette marque qui m'a fait rêver débarquer en F1. Ça me rend heureux. Mais quand même, je suis un peu déçu parce que Alpine, c'est pas la Formule 1. Si tout le monde parle de l'avenir, car il faut voir l'avenir devant soi, il faut aussi regarder en arrière. Oui, parce que Alpine, qui a un palmarès en endurance, en rallye, c'est du je t'aime moi non plus avec la F1. Je vais vous raconter 2 dates avec des raccourcis et franchement je m'en excuse. Mais je vous invite quand même à aller voir l'histoire complète de ces 2 voitures que je vais vous parler. Déjà en 1965, Alpine construit le modèle A350, monoplace de type F1 propulsé par le V8 Gordini vu dans l'Alpine A220 d'endurance. Mauro Bianchi, le pilote de la marque de Dieppe, développe la voiture et qui trouve sa tenue de route extraordinaire. Un engagement au Grand Prix de France sur le circuit de Rouen-les-Essarts était prévu. Sauf que Renault demande d'interrompre ce projet et surtout, le plus grave, c'est de détruire la voiture. L'Alpine A350 n'existe plus. Ouf, peut-être qu'elle existe encore, mais enfin, officiellement, elle n'existe plus cette voiture, elle a été détruite. Et ensuite, il y a 1976. Cette fois, c'est Renault qui demande à sa filiale Renault Sport basée à Dieppe de développer une monoplace type F1 avec un moteur turbo. Le moteur est celui de l'Alpine A442 qui roule en endurance et qui fut modifié pour respecter la cylindrée de 1,5 litres pour les moteurs turbo compressés en Formule 1. Et le problème, c'est qu'en fin de cette même année, Renault annonce son engagement en F1 pour 1977. L'Alpine A500, la voiture laboratoire qui existe encore, je l'ai déjà vue, va abandonner sa robe noire pour la couleur jaune de Renault et surtout, le constructeur va fusionner sa filiale de Dieppe à son autre filiale baptisée Renault Gordini et qui est basée à Viry-Châtillon. Renault F1 était né, la suite on la connaît. Alors oui, je peux être heureux de voir Alpine en F1, mais je suis aussi pessimiste. J'aime pas cette idée de marketing sachant que la marque a beaucoup de mal à se développer avec un seul modèle pour le moment. Le SUV il se fait attendre, hein. Ah oui, c'est un SUV qui devrait arriver après. Et aussi, pour revenir à l'équipe de F1, elle manque toujours de stabilité. Les pilotes changent chaque année. Les têtes pensantes arrivent et partent. La personnalité de Henston en Angleterre qui change encore. Ça apaise, ça embrouille les esprits, ça questionne. Et surtout, faudra expliquer à Alonso pourquoi sa marque Kimoa a sorti des casquettes sur Renault F1 pour rien. Ah oui, c'est une blague ou quoi? Si vous voulez l'acheter, c'est le moment. Et autre chose à savoir, à Dieppe, et je peux vous le dire, il n'y a personne qui profite de ce que fait Alpine en sport auto. Pour ce qui est de l'endurance en LMP2, dont la voiture est une Oreca Robadger, que ce soit aussi le GT4, le Rai, la coupe de promotion, c'est Signatech à Bourges qui en profite.
Pour la F1, ça sera pareil. Ça sera Enstone et Viry-Châtillon qui vont en profiter. Dieppe, à part son usine historique, n'a rien. Elle aura peut-être la visite de ses pilotes, et comme ça, pour la presse, et quelques photos et tout. C'est tout ce que Dieppe aura. Voilà. Et honnêtement, c'est bien beau de changer le nom d'une équipe, faire la promotion d'une marque qui veut montrer l'excellence française. C'est bien. Mais si les résultats sont les mêmes, pourquoi faire? Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette course, les annonces faites ce week-end. Ouf, on va avoir un peu de mal à s'en remettre de la course, franchement. Oui. Et donc, on se donne rendez-vous déjà la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Cette fois, on part dans l'inconnu, on part pour le Grand Prix de Toscane, voilà, pardon, j'arrive pas à le dire, sur le tracé du Mugello. Il s'annonce incroyable. Et en plus, il y aura du public pour le plus grand plaisir du Ferrari. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre aussi le compte sur Twitter. C'était des brises du Formula qui va se remettre un peu des esprits. Voilà. Merci à vous. Encore bravo Pierre Gasly. Et à bientôt.